la journée internationale des professeurs de français et le RENAPEF n'a pas raté cette occasion. Et donc nous sommes venus autour de cette table ronde réfléchir avec les professeurs de français, avec des experts, sur le thème international qui est les professeurs de français créateurs d'avenir. Eh bien, nous sommes revenus parce que vous savez que le professeur de français a un rôle important à jouer au niveau de sa classe. Et donc, c'était un moment très important pour nous pour échanger. Mais le gros de discussion qui est sorti ici, c'est qu'il est important de pouvoir professionnaliser notre enseignement. Et donc, on a pris en luminaire les sections littéraires, biochimie et d'autres sections qui ne débouchent pas directement à l'emploi. Nous sommes revenus pour proposer de nouveaux paradigmes et donc en termes de recommandations. Donc ce sont des recommandations que nous allons devoir canaliser à qui de droit pour voir dans quelle mesure on peut davantage professionnaliser notre système d'enseignement. Un autre élément qui a été dit, c'est le postulat sur l'Afrique berceau de l'humanité. Il est très important que les professeurs de français comprennent qu'en classe de français, il faut absolument que nous puissions aller vers la doctrine qui est prêchée par l'Académie française, qui insiste sur la théorie de l'humanisme pour que nous puissions véritablement former des hommes pétris de valeurs qui vont devoir gérer ces pays. Donc nous sommes partis autour de tous ces... nous avons débattu toutes ces questions et ça nous a donné des recommandations que nous allons transmettre à qui de droit, aux autorités du pays, à la francophonie, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans le monde francophone. Le français pour nous c'est un patrimoine commun, un patrimoine collectif. Toutes ces recommandations seront charriées vers les autorités afin qu'on puisse donner des réponses à quelques inquiétudes des participants. Le mot de la fin, eh bien, nous, plus que jamais, nous avons besoin des appuis. On a besoin que nous puissions continuer ce travail. Mais déjà, il faut dire que grand merci au chef d'établissement, aux professeurs de français qui soutiennent cette activité avec leurs moyens. Vous avez vu que c'était une grande activité ici à la Maison des Savoirs de Kinshasa. Et donc, les prochaines occasions, ça sera pour des leçons, les différentes approches des nouvelles méthodologies de l'enseignement du français. Nous reviendrons ici au mois de décembre pour continuer ce travail des professeurs de français. Parce que lorsqu'on a des meilleurs professeurs de français dans une école, dans une classe, eh bien, vous comprenez que les enfants seront bien encadrés étant donné que tout ce que nous enseignons passe par la langue de Voltaire. Merci beaucoup. Nous allons commencer parce que nous avons plusieurs sujets qui vont nous servir au débat. Alors, j'aimerais d'abord dire bonne fête à tous les professeurs de français et à tous les amoureux de la langue de Voltaire, mais aussi à tous ceux qui enseignent en français. Voilà. Alors, quel sera le programme? Comme vous allez le bien le comprendre, vraiment vous allez supporter. On n'aura rien à vous offrir maintenant avant de commencer. C'est à la fin que nous pourrons prendre quelque chose. Je sais qu'avec l'âge avançant, parfois ça peut poser des problèmes, mais nous allons vraiment prendre votre mal en patience. Donc, il y a un des baffles qui ne marche pas. Donc, nous allons commencer et après, on verra quel prévoit le programme. Le programme prévoit, d'abord nous savons que la journée internationale aujourd'hui est placée sous le thème de professeur de français créateur d'avenir. C'est sur ce thème international qui est célébré à travers le monde
et nous aussi, nous allons devoir donner nos réflexions. Alors, dans un premier temps, nous parlerons du premier sujet de discussion, comprendre la journée internationale des professeurs de français. C'est ce que je vais devoir faire tout à l'heure. Malheureusement, le modérateur qui était prévu n'est pas encore là, donc on ne peut pas continuer à l'attendre. Le deuxième sujet de discussion, ça sera impératif de créer un meilleur avenir aux jeunes dans un monde menacé par la COVID-19, le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine et responsabilité du professeur de français. Là, nous aurons le chef des travaux, Jean-Raoul Lupungu, qui est déjà dans la salle. Le troisième sujet, ça sera l'intégration du projet de professionnalisation et entrepreneuriat en classe de français. Pourquoi doit-on continuer à enseigner, mais à la fin, c'est inutilement. L'enfant, il va attendre et chercher du boulot qui ne vient jamais. Et donc, c'est notre ami Delphin Bateko, il est chercheur indépendant. C'est lui qui va devoir nous conduire à cette discussion. La quatrième discussion, comment préparer les élèves finalistes au programme LMD. Et vous savez que nos élèves qui terminent, eh bien, ils ne connaissent pas parce que le programme LMD, c'est une réforme. Et donc, il y a le professeur François Momido qui va devoir nous parler de cette thématique. Donc, voilà le décor qui est planté. Et nous allons commencer par la première discussion, mais je demanderai à ceux qui sont là de pouvoir se présenter pour qu'on se connaisse. J'ai dit que nous sommes là avec Papa Laurent. Papa Laurent, de temps à autre, il pourra nous abreuver avec quelques sons, quelques poésies. Je ne sais pas ce qu'il a prévu. Il y a également Papa Goy, qui sont des férus de la langue de Voltaire. Probablement, il nous parlera de quelque chose le moment venu. Donc, le temps que nous puissions rapidement nous présenter et commencer cette activité. Voilà. Nous allons commencer par, bon, les orateurs peut-être à la fin. Nous commençons par M. Français. C'est quoi la JPF? C'est quoi la Journée internationale des professeurs de français? Professeur, j'avais placé les 3 chaises ici pour vous, si ça ne vous dérange pas, pour que vous ne puissiez pas déhancher à tout moment. La Journée internationale de professeurs de français rassemble les enseignants et professeurs de français et aussi ceux qui enseignent en français dans les formations bilingues partout dans le monde. Donc là-bas, vous avez les professeurs de français attitrés, mais vous savez également, il y a nos collègues, il y a des collègues qui enseignent en français. Les professeurs de géographie, ils enseignent en français, de géographie, pardon. Les professeurs d'histoire, ils enseignent en français. Ils sont concernés. Mais nous avons également tous ceux qui parlent la langue de Voltaire. Vous avez vu là, il y a eu quelques apprenants. Et les étudiants, tout ce monde-là qui parle le français, qui s'intéresse à la langue de Voltaire, ils sont concernés par cette journée internationale dont nous commémorons la 4e édition aujourd'hui. Objectif de cette journée, eh bien, vous vous en doutez, cette journée est créée depuis novembre 2019. Nous avions raté l'édition de 2019, mais le reste, en tout cas, nous sommes là, on est présents pour valoriser le métier d'enseignant de français ainsi que les professeurs qui enseignent le français. Pour permettre des échanges d'expériences et de pratiques, pour créer des liens et développer la solidarité. C'est aussi pourquoi on a créé cette journée. Pour organiser des activités festives ou des événements professionnels. Voilà, par exemple, cette journée, en même temps, on est en train de la commémorer à l'Institut français, mais à un autre site qui est vers Pisantou. Donc, peut-être prochainement, nous pourrons organiser rien que des activités festives. Mais nous avons pensé faire une table ronde pour susciter des vocations auprès des jeunes. Et enfin, pour des moments conviviaux autour de la langue française. Voilà donc les objectifs.
Nous, professeurs de français, ça nous permet de pouvoir échanger des expériences. Évidemment, aujourd'hui, on n'a pas de leçon de français à donner. La fois passée, nous avons fait une leçon de démonstration. Mais aujourd'hui, on va en profiter pour comprendre cette journée et qu'est-ce que nous pouvons faire à la longue. Quels sont les principes d'organisation de cette journée? La JPF se tient chaque année, depuis 2019, nous l'avons dit, autour d'une date commune. Donc, à travers le monde, pour tous les pays qui ont les Français en partage. Aujourd'hui, c'est le 24 novembre. Je crois que pour la République démocratique du Congo, ça nous rappelle un certain événement. C'est quel événement? La prise de pouvoir par les maréchals. Voilà, la prise du pouvoir par les maréchals Mobutu. On ne peut pas oublier ces dates. Mais aujourd'hui, 24 novembre 2022, à travers le monde francophone, on célèbre les professeurs de français. Alors, les professeurs de français ne se contentent pas d'enseigner une langue. Ils sont aussi des créateurs d'avenir, comme le dit le thème. Dans certains pays, cela peut être la façon dont on conçoit la langue française à l'échelle d'une école, d'une ville, de tous les territoires. Donc, vous allez bien comprendre que la langue française que nous utilisons en classe de français, si les professeurs savent bien s'y prendre, eh bien c'est lui le miroir même de l'école. Parce qu'à travers la langue française, on peut organiser maintes activités culturelles, beaucoup d'activités qui mettent en lumière certains faits de la société. Ou la façon dont l'enseignant du français, je disais, et son association inspire les nouvelles générations à apprendre le français. Nous sommes RENAPEF, eh bien vous savez, ça fait beaucoup d'années que nous sommes là, même si nous n'avons pas l'appui financier des autres, mais nous travaillons avec nos propres moyens et c'est de l'indépendance. En tout cas, on ne va pas nous exiger à courir à l'ambassade pour aller déposer quoi que ce soit. Nous faisons des choses et nous allons faire des recommandations. Et à l'ambassade, pourquoi pas, mais surtout aux autorités publiques de notre pays. Donc je continue pour dire, il peut s'agir aussi de la façon dont les autorités éducatives voient et soutiennent l'enseignement du français et son association qui interpelle ces autorités et facilite l'écriture de notre avenir pour l'enseignement du français. L'avenir des apprenants en français s'est construit dès les premiers jours de classe. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être distraits. Il peut s'agir de l'enseignant du français qui crée une nouvelle relation avec la langue française. Aujourd'hui, vous savez, avec les nouvelles approches, eh bien, on n'enseigne plus comme on enseignait autrefois. L'enseignant est considéré comme un partenaire. Dès lors que l'élève, dès lors que l'apprenant est considéré comme un partenaire, eh bien, vous devrez aller avec cet apprenant. Vous devrez l'impliquer, mais au finish, vous devrez être en mesure de pouvoir lui donner quelque chose à la fin. Quand il termine les 6 ans, est-ce qu'il est capable, pour celui qui a fait la 6e année littéraire, de pouvoir tenir par exemple une émission dans une radio? Ce sont des petites choses auxquelles nous ne pensons pas. Est-ce qu'il est capable par exemple de pouvoir élaborer son CV correctement, le CV actualisé? Est-ce que nous faisons ce travail-là? Donc je crois que c'est possible en classe de français que nous puissions nous apprêter à toutes ces petites activités. En changeant l'appréhension de cette langue par les apprenants, par le dépassement des stéréotypes, de la mode, du luxe, du romantisme et la situant dans un avenir professionnel, dans les domaines de la recherche, de l'économie, des sciences, de la diplomatie, de la citoyenneté. C'est là où ça peut c'est là où ça peut nous intéresser, en situant l'apprenant dans un avenir professionnel. Et je crois que lorsque Baté comprendra la parole, il pourra revenir sur ce point-là. Oui, Diapo? Le numérique éducatif est une autre voie d'avenir, aussi bien pour enrichir l'apprentissage du français que pour favoriser les échanges entre francophones du monde entier. Alors, on parle du numérique, aujourd'hui de plus en plus, en France, ailleurs, on n'enseigne plus comme nous enseignons aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous ne numérisez pas votre enseignement, surtout à l'université, je crois que nous parlons sous le contrôle des professeurs qui sont ici, si vous ne numérisez pas, le souci de numériser nous paraît aujourd'hui important, fondamental.
Donc il faut absolument qu'on aille vers la numérisation des contenus de l'enseignement pour que nous ne soyons pas jugés caducs, dépassés. Il y a des écoles qui le font déjà, mais très peu d'écoles, en tout cas, se donnent de la peine à pouvoir aller vers cette réforme, je dirais. Enfin, les professeurs de français, en tant que créateurs d'avenir, peut aussi être compris comme un instigateur qui initie ses apprenants à différentes expressions culturelles francophones. Concours, chansons, séjours linguistiques, ateliers d'écriture, célébrations, théâtre, cinéma. Vous savez que l'année prochaine, je crois que nous n'allons plus nous dérober, l'année prochaine, ça sera le 9e jeu de la francophonie. Tout ce qui est mentionné, les concours, que ce soit des chansons, ateliers d'écriture, célébrations, théâtre, cinéma, je dirais la lecture des textes, faire des comptes publics, ça ce sont des choses que nous, professeurs de français, nous devrons être en mesure de faire. Et donc là, nous devrons initier les élèves parce que avec le français, l'enfant peut devenir, je dirais, un comédien, il peut jouer au théâtre et gagner sa vie. Donc je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut plaindre le travail que fait Saï Saï parce qu'il gagne véritablement sa vie. Et donc, si le professeur de français fait véritablement son travail, nous allons arriver à tout ce que nous sommes en train de dire ici. Les RENAPEF, qui est le réseau national des professeurs et enseignants de français, un des plus grands réseaux de profs de français, une autorité éducative locale. Malheureusement, l'autorité locale par moment, c'est une journée d'ailleurs qui est méconnue par le professeur de français lui-même. Nous faisons un effort de la faire connaître. Et je crois que les ambassadeurs qui sont ici, ils feront un effort pour que davantage, à la 5e édition, que nous ayons un peu plus d'énergie. Une ambassade ou une représentation francophone, eh bien, je crois que l'ambassade de France s'occupe de ça aussi, mais à leur manière. Un institut français, une alliance française, un établissement d'enseignement francophone, un établissement national où l'on enseigne le français ou en français, un média francophone ou média national ou local. Voilà. On peut passer. Quelles activités ou quels événements on peut organiser? Il est possible de proposer plusieurs activités et événements la même journée à des heures différentes. Le matin, à l'Institut français, ils ont eu une table ronde aussi là-bas, des discussions, et nous avons démarré à 13h, nous irons jusqu'autour de 17h. Selon les pays et souhaits des enseignants, les jours du prof de français pourra être organisé autour de rencontres, témoignages, vous pouvez vous dire, bon, pour cette année, nous allons faire une rencontre, nous allons faire des témoignages, peut-être de certains grands auteurs. On peut organiser des ateliers, des séminaires, des forums. Ce sont les différentes activités que nous avons, qu'on peut organiser. Conférences, nous avons choisi la table ronde et on peut également organiser le salon. Mais on peut également organiser une réception officielle. Pourquoi pas? Peut-être que l'année prochaine, on songera à ça. Une réception officielle, ça peut venir d'une autorité publique que vous avez contactée et vous le poussez. Ça peut être une reconnaissance, des jours où nous viendrons décorer les meilleurs professeurs de français. Pourquoi pas, on peut le faire. On peut faire également la décoration. On peut projeter, on peut faire une exposition. Les livres que nous aurons peut-être écrits, nous, professeurs de français, on peut exposer, mais nous pouvons également exposer des grands auteurs. Pourquoi pas? On peut faire un concert des professeurs de français. On y a songé une fois, mais l'orchestre n'avance pas. Les professeurs de français n'ont plus de voix. Lingongo et Zika, ça pose problème. Mais je vois que le projet est toujours là. On peut relancer cet orchestre. Mais l'orchestre des professeurs de français, ça peut être des chansons en français, mais ça peut également être en langue. Parce que n'oubliez pas que la francophonie, c'est aussi la cohabitation des langues. Et nous avons les festivals, on peut organiser des festivals. Nous sommes en train de voir comment organiser un festival. J'ai peut-être plusieurs activités. L'année prochaine,
en prélude de 9e jeu de la francophonie, prévu en juillet-août, si la République pourra mettre tous les moyens, parce que là nous avons plus de problèmes, c'est au niveau des infrastructures. On peut faire des lectures de textes, on peut organiser des activités conviviales. Voilà autant d'activités. Les enseignants se retrouvent dans un atelier où ils peuvent présenter les innovations qu'ils ont développées dans leur classe et échanger, pratique et expérience. Eh bien là, si vous avez choisi par exemple d'organiser, si vous avez choisi par exemple d'organiser un atelier, oui, diapo, nous pouvons organiser une soirée de chansons francophones ou des lectures de textes qui rassemblent les enseignants de français, les professeurs qui enseignent en français dans une ambiance festive. Les comités peuvent inviter un conférencier reconnu pour une présentation suivie d'un débat. Apparemment, nos grands auteurs, nos écrivains, nous ne les mettons pas véritablement en vedette, que ce soit au secondaire, au primaire ou à l'université. Nous sommes très flattés d'enseigner les grands écrivains d'ailleurs, mais vraiment nous faisons abstraction à nos Lomami Chibanda, c'est ça, hein? Voilà. Et tous nos grands auteurs, en tout cas, ils sont parfois dans les oubliettes au moment où nous pouvons les vanter, les faire connaître auprès des enfants, auprès des apprenants. Alors, qu'est-ce qu'on peut également faire? Un film sur le métier d'enseignant est projeté et les participants sont invités à une discussion à la suite de cette projection. Là aussi, nous pouvons le faire. Un salon d'enseignants du français permet de découvrir des innovations pédagogiques à la participation des partenaires. Évidemment, là, ça demande un peu de moyens aussi, parce qu'il faut mettre en musique à contribution les éditeurs, les centres de formation et universités. Voilà ce que j'avais à vous dire. Quelles sont les stratégies de réussite de cette journée? Ça sera dans le débat. Quelles sont les stratégies que nous devons mettre en place pour que la 5e édition, par exemple, puisse véritablement être une réussite? Ça sera donc des réflexions que nous ferons lorsque le moment sera là. J'ai dit et je vous remercie. Monsieur le Président, comme Monsieur le Président m'a si bien présenté, je me nomme Monsieur Jean-Raoul Lumpungu. Je suis chef des travaux à l'Institut facultaire des Assemblées des Dieux au Congo, IFADC en sigle. Je commence mon exposé par remercier Monsieur le Président pour l'honneur qu'il nous fait aujourd'hui de venir intervenir dans cet exposé. Et je remercie tous les membres de la RENAFEP pour la confiance et tous les invités. Mon intervention de ce jour a 3 points essentiels, comme ça s'est fait un peu dans les dissertations. Nous avons l'introduction, nous avons le développement et la conclusion. Dans l'introduction, nous avons 4 points. Nous parlons du choix, le choix du thème. Nous allons poser la problématique. Nous allons parler de l'hypothèse, de la méthode qui a été utilisée. À propos du choix, comme M. le Président de la RENAPEF l'a si bien dit, c'est professeur de français créateur d'avenir. Alors, il nous a proposé un sous-point relatif à ce thème principal international qui est impératif de créer un meilleur avenir aux jeunes dans un monde menacé par la Covid-19, le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine, responsabilité du prof de français. Sur ce thème, ou mieux ce sous-thème, on a essayé d'intégrer certains éléments. On dit souvent que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Donc, quand on parle déjà de l'avenir dans notre thème international, on fait déjà une projection sur un public cible, qui est la jeunesse. Le deuxième élément, c'est qu'il y a eu d'autres journées passées, des journées des professeurs de français. On a essayé de capitaliser aussi ces journées, parce que ces journées ont été consacrées par
des thèmes comme la Covid-19, le réchauffement climatique et autres. Alors, dans notre thème ici, on a essayé d'intégrer ces éléments. Ainsi, on a intégré l'élément jeunesse, puisque la jeunesse est l'avenir de demain. Donc, si les professeurs de français doivent créer un avenir meilleur, ils ont un impact sur les jeunes. Et si nous prenons la parole devant vous, parce que nous avons eu le privilège de correspondre avec la Fédération internationale des professeurs de français, qui nous a adressé, qui a validé un de nos projets que nous avons proposé. Vous avez la lettre ici de la Fédération internationale des professeurs de français, qui nous ont adressé cette lettre. Ils ont validé ce projet. Et ici, nous sommes dans la même perspective. En ce qui concerne la problématique, notre problématique en rapport avec notre thème, nous disons que nous posons la question de savoir comment les professeurs de français peuvent créer un avenir que nous souhaitons meilleur face aux impératifs, aux aléas que nous sommes en train de vivre, qui est sombre. Vous savez comment la Covid-19 a secoué le monde. Il y a chaque année des réunions sur le réchauffement climatique et la guerre en Ukraine actuellement. Et la liste n'est pas exhaustive. Nous avons notre situation de l'Est. Et c'est une situation, à des moments, qui paraît chaotique. Surtout avec le réchauffement, avec la Covid-19 et le réchauffement climatique qui inquiète beaucoup. Comment le professeur de français peut projeter à créer un avenir meilleur? Eh bien, notre hypothèse est celle-ci. Nous croyons que le professeur de français peut créer un avenir meilleur en enseignant l'humanité telle que définie par l'Académie française. Je crois bien que peut-être ça va vous étonner un peu notre hypothèse, mais vous allez le comprendre quand nous allons utiliser notre méthode. Nous utilisons la méthode dialectique. Cela veut dire une méthode de contradiction. Il y a thèse, antithèse et synthèse. Dans notre hypothèse, nous disons que les professeurs de français peuvent créer un avenir meilleur en enseignant aux enfants le vrai sens du mot humanité, tel que défini par l'Académie française. Cela veut dire qu'il y a une autre définition de l'humanité. Et cette définition n'est pas celle de l'Académie française. Alors, en ce qui concerne notre approche, notre méthode, nous avons parlé de la thèse, de l'antithèse et de la synthèse. Quelle est la thèse ici? Quand nous faisons allusion à une autre définition que de l'humanité, autre que celle de l'Académie française. Eh bien, nous avons une doctrine, nous avons deux doctrines pour définir le mot humanité. Nous avons l'évolutionnisme et l'humanisme. L'évolutionnisme, c'est une doctrine de ceux qui soutiennent que les Africains sont des singes et qui ont par après évolué. Si vous prenez le 8e siècle, avec la traite arabe, les Africains étaient considérés comme des animaux. Jusque vers le 19e siècle, il y a eu la traite arabe. Pourquoi ils étaient vendus? Pourquoi les Africains étaient-ils vendus? Tout simplement parce qu'ils étaient considérés comme des animaux. Ainsi, on institua le fouet. Vous savez que dans le dressage des animaux sauvages, on utilise les fouets. Ainsi, les Africains, en particulier les Noirs, étaient battus, dressés pour obtenir leur obéissance. Et cela a perduré durant près de 1000 ans. Là, c'est l'évolutionnisme. À partir du 15e siècle, il y a eu l'humanisme. Et l'humanisme, qu'est-ce qui a déclenché la doctrine de l'humanisme? Eh bien, c'était un peu l'évolution de la navigation. Parce que quand on traitait les Africains comme ils étaient vendus comme
des animaux comme des singes, on considérait que ce sont des animaux et que l'Afrique est un continent sauvage. Mais à partir du XVe siècle, XVIe siècle, avec le développement de la navigation, on a découvert des pyramides en Afrique, un continent réputé sauvage. Et ceux qui ont découvert les pyramides étaient très surpris de constater de telles constructions dans un continent sauvage. Et on s'est posé la question, qui ont construit ces pyramides? Parce que nulle part en Europe, on avait ce genre de construction. Donc l'humanisme, c'était d'abord un mouvement artistique. On découvre des pyramides et il y a tout un questionnement qui s'ensuit pour comprendre qui ont construit les pyramides. Parce que pour construire les pyramides, il faut avoir des connaissances, notamment architecturales, mathématiques, physiques. Mais c'est un continent sauvage. Ces constructions, ces édifices ne pouvaient pas exister en Afrique. Ça, c'était le premier élément qui a déclenché l'humanisme. Les humanistes, c'est qui? L'humanisme, c'est le mouvement qui considère, contrairement à l'évolutionnisme, que les Africains ne sont pas des singes. Les Africains sont des humains. D'où le nom humanisme. Ça vient, c'est tiré du mot humain. Eux qui soutiennent que les Africains sont des humains. Donc, ils découvrent d'abord, c'est d'abord un mouvement architectural. Ils découvrent des édifices tels que les pyramides. Le deuxième élément, c'est quoi? À partir de cette découverte, ils se posent la question de savoir, ils doivent s'intéresser à des textes très anciens, la littérature ancienne, pour essayer de comprendre réellement comment les pyramides, qui ont construit les pyramides, comment ces édifices se retrouvent dans un continent considéré comme sauvage. C'est à partir de ce moment que la littérature est devenue un autre mouvement, un deuxième élan des humanistes. Ils découvrent quoi? Ils s'intéressent à la langue grecque. Ils étudient le grec. À partir de l'étude de la connaissance de la langue grecque, cela leur a permis d'accéder aux archives des Grecs. Et là, ils sont étonnés de constater que presque tous les Grecs que nous connaissons, Socrate, Pythagore, Thalès, ils reconnaissent avoir puisé sagesse et science en terre africaine, en particulier en Égypte. Alors, bien sûr, ceux qui sont de l'autre côté, ils continuent à insister pour dire que les Africains sont des animaux, c'est une race de singes sauvages. Eux, ils s'intéressent maintenant à une littérature plus ancienne que les archives des Grecs. C'est alors qu'ils se sont intéressés à la Bible. Et en lisant la Bible, en particulier le livre de Genèse, ils découvrent que, bon, pour votre information, la Bible était interdite en ces temps-là. On ne pouvait pas lire la Bible. Ils découvrent que près de 80% des récits dans le livre de Genèse, ce sont des récits qui se sont déroulés en terre africaine. Et dans ce récit, il y a des récits qui relatent que l'Afrique est une terre d'hospitalité, à travers les récits d'Abraham, de Jacob, de Joseph, bref, des 430 ans des Hébreux en terre africaine. Il se pose la question, mais ces gens qui ont reçu les Hébreux, et je peux aller même jusqu'à Jésus-Christ, d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ, ça couvre près de 3000 ans. L'Afrique a reçu tous ces gens-là. En quoi ils peuvent être sauvages? C'est là où ils vont conclure à une phrase très connue, l'Afrique est le berceau de l'humanité. En contradiction avec la thèse, l'Afrique est un continent sauvage. Et en soutenant que l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est par rapport à des valeurs. Mon nom c'est Delphin Bateko Moyiko Lobutaka Bakopengo Natcholi Bambota. C'est un peu très kilométrique. Je préfère que les gens prononcent de cette manière. Mais je pense, si moi j'étais Raoul, parce que quand Raoul a parlé, j'ai failli pleurer. J'ai posé la question à ma fille qui fait littéraire. Demande à votre enseignant, quand on dit l'humanité littéraire, ça signifie quoi? L'enfant est rentré 3 fois sans réponse. Alors avant que moi je commence, je ne sais pas si un enseignant peut m'aider. Parce que je vais répondre à mon enfant aussi que ton enseignant était incapable, mais là où j'étais parti, il y a un enseignant qui m'a aidé.
Quand on dit l'humanité littéraire, l'humanité pédagogique, l'humanité biochimie, ça signifie quoi? En français, à Lingala, moi je vais comprendre, parce que vous êtes là. Je ne sais pas qui peut m'aider. Je suis bloqué quand je parle. Moi, j'ai posé la question. Et prenez aussi qu'il y a une maman qui est à côté de moi qui ne parle pas français. Il te pose cette question. Papa, tabalobaka, humanité pédagogique, humanité littéraire. Les Araganines et l'Axaranine. Moi, je vais trouver la réponse. Je ne sais pas si vous, les propriétaires du français qui sont là, j'aimerais avoir la réponse. Oui. J'ai tenu une conférence là, un séminaire ici au Saint-Raphaël, ici. Mais quand on parle de l'humanité, je reviens encore avec M. Raoul, nous avons U comme esprit, man en anglais, comme corps ici, physique, IT du latin, on sait qui sort D. L'esprit qui sort, pas de l'arbre, pas de quoi que ce soit, mais du corps humain, pas de singe. Alors quand on dit humanité littéraire, je sous-entends ici dans la classification des classes que nous avons une école maternelle, les esprits sont encore, et nous avons une école primaire, nous sommes dans primaire, et nous avons maintenant un esprit qui grandit, qui doit affronter l'altruisme ensemble. C'est pourquoi on parle de pédagogie et de littéraire. Voilà. Mon concept. J'ai pressenti quelque chose, sortez quelque chose, je vais le dire à l'intérieur. Alors, vous allez constater que les thèmes qu'on m'a donnés, je les modifie un peu. Les thèmes étaient intégration du projet de professionnalisation et entrepreneuriat en classe de français. Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai préféré intégration du projet de professionnalisation et entrepreneuriat aux humanités littéraires. J'ai préféré ça. C'est vrai, quand on voit littéraire, on voit déjà document, il y a support, il y a l'écriture. C'est-à-dire, on suppose la langue qu'on a mise sur un support. Notre problématique réside dans le souci de créer et de donner l'emploi après l'obtention des diplômes d'État dans la section littéraire. D'où nos questions spécifiques de cette démarche sont pourquoi les finalistes de l'option ou section littéraire ne travaillent pas après l'obtention des diplômes d'État. Quels métiers peuvent accompagner les latinistes après l'obtention du diplôme d'État? Comment y parvenir? J'ai formulé l'hypothèse selon laquelle il existe la possibilité de valoriser les diplômes des humanités littéraires en République démocratique du Congo, en intégrant d'une part les cours liés à la gestion des documents scolaires et bibliothèques scolaires, d'autre part les cours d'interprétariat lors de la formation des élèves dans cette section. Étant document scientifique que je suis en train de lire, pour me rassurer scientifiquement, j'ai utilisé la méthode analytique. Cette méthode a été appuyée par les techniques d'enquête, parce que j'avais fait l'enquête depuis longtemps, sur la technique d'analyse documentaire, d'observation expérimentale et la technique d'entretien. Les sujets que je vous présente aujourd'hui, les contenus, on avait fait des enquêtes, on a publié, on a parlé avec des amis, on a parlé avec des scientifiques. Nous avons un sérieux problème dans notre pays. Le problème est qu'on forme des gens, mais après, on ne sait pas là où on va travailler. Si nous prenons les élèves qui font littéraire, pédagogie, en 6e année déjà, après le passage des écoles comme stage, il y a des élèves qu'on les retient déjà. Après le diplôme d'État, ils peuvent travailler. Les gens qui font l'agronomie, je ne sais pas si on appelle ça l'agriculture ou quoi au niveau des humanités, l'agronomie, les gens qui font la technique, électricité, tout ça travaille. Mais sauf, je pense qu'il y a 3 catégories d'élèves qui ne travaillent pas, littéraire, maths, physique et biologie. On ne va pas parler de biologie et maths, physique, pourquoi? Ici, nous parlons plus de littéraire. Mais je profite comme il y a un prof de latin qui est là. Dans d'autres pays,
les cours de latin ne se donnent pas seulement aux gens qui ont fait littéraire. On donne dans les gens qui font la biologie. Parce que tous les mots scientifiques viennent du latin. Mais curieusement ici, les enfants qui font la biologie ne connaissent pas le latin. Imaginez, nous-mêmes, on a essayé un peu de tâtonner pour expliquer l'humanité. On enseigne aux enfants l'ignorance. Mais comment on va faire sortir le pays? Alors, je préfère, avant d'entrer dans le vif du sujet, rentrer un peu dans les concepts clés qui sont dans mon exposé. Il y a le mot intégration, il y a les projets, il y a la professionnalisation, entrepreneuriat. Quand nous prenons les projets, ce sont des idées. Et quand nous prenons intégration, c'est-à-dire créer une idée où vous allez l'insérer ou le mettre quelque part. Après, on nous demande professionnalisation. Comment vous allez rendre ce que vous donnez ou ce que vous êtes en train de faire compétitif. Et à la fin, on nous dit, il y a un mot qui sort là, on dit entrepreneuriat, c'est-à-dire rentable. Nous formons les gens dans des domaines de langue. Comment on va les capitaliser ou comment on va les créer très compétitifs afin que ce qu'ils ont reçu, les enfants puissent bénéficier après. Ça, c'est l'esprit de notre sujet. Ça, les Congolais, je ne sais pas. Avant de venir ici, hier, quand j'ai tiré les photocopies, parce que quand on était avec le président, il dit, est-ce que vous ne pouvez pas donner d'autres écoles? Là où j'ai tiré la photocopie, là où je suis, j'ai dit, je vais aller voir une grande école qui est à côté de moi. J'ai tel nom. J'arrive, je cherche. Le préfet n'était pas là, j'ai rencontré des études. Je lui parle, je dis, est-ce que vous êtes au courant? La RFI est en train de parler de cette journée, tout ça. Dit, je ne suis pas au courant. J'ai dit, oui. Vous connaissez cette association? Il dit, je connais ça. J'ai dit, mais nous organisons parce qu'on va réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire pour rentabiliser ce que les enfants des littéraires, parce que quand ils quittent, ils ne travaillent pas. Ils vont aller où? Dans les médias? Ils n'ont pas ce niveau-là pour travailler dans les médias. Il dit, oh, là déjà l'État, les gens qui ont conçu le programme sont déjà résolus. Vous voulez tout le temps inventer, créer des problèmes. Il faut laisser les enfants libres. D'ailleurs, les enfants de mon école parlent couramment français. Alors, j'ai dit, merci préfet, je rentre. J'étais tellement choqué, je sais que la langue française aujourd'hui, on l'utilise dans notre pays pour tromper les gens. J'ai fait la politique, j'apprends le français. Avec des gros mots, je vais faire l'église, je cherche les gros mots. Et là, on flatte tout le monde. Et ça devient une langue collée à la politique. Et la politique, chez nous, on définit et ça m'a comme le kuta. Alors, maintenant, la langue, au lieu de prendre le bon sens de l'humanité, comme disait mon confrère Raoul, maintenant, nous prenons dans le sens de l'évolution pour empiétiner les autres. Alors, j'ai dit, nous ne pouvons pas sacrifier. Ma fille fait la littéraire. J'ai dit, je ne peux pas sacrifier ma fille. Quand elle va terminer, elle va faire quoi? Bien sûr, il va faire peut-être les droits ou les lettres. Je ne refuse pas. Mais, à supposer que je n'ai pas de moyens, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à vendre les beignets? Cacahuètes? Ou quoi? Elle va parler français, elle va impressionner. Peut-être on va l'engager comme interprète dans son église, non? J'ai dit non. On nous a dit de penser comment on va rentabiliser. J'ai dit non, on va les rentabiliser. Là, je n'ai pas dit parce qu'on n'a pas fait de présentation. On est des chercheurs. J'ai évolué dans le journal Le Potentiel. Tout d'abord comme responsable des services de documentation archives, après reporter. Et je suis allé à la radio. Peut-être les gens me suivaient à la radio 7. Et puis, je suis allé à la télé comme responsable. Mais j'ai fait 10 ans successifs dans le journal Le Potentiel pour faire les enquêtes sociales. Je connais un peu bien la vie de Kinshasa. Nous sommes allés avec les enquêtes, même au niveau des universités, partout pour demander les enseignants, professeurs, des chercheurs, la population sur beaucoup de problèmes de la société. Notre société est bloquée. Notre société est bloquée parce que nous vivons dans l'ignorance.
Je ne sais pas, vous m'excuserez s'il n'y a pas de chrétiens, mais il n'y a pas les chrétiens ici. Moi, je suis chrétien. Je me repose sur mon document de référence, la Bible. Je pense le livre de Osée 4. Mais sauf dans nos églises, ils prennent seulement 4 et 6. L'Église n'aime pas lire l'ensemble des chapitres 4. On dit, mon peuple périt faute de connaissances. Mais je vous dis, je vous demande, quand vous allez rentrer, il faut lire ça, vous allez comprendre. Comme on est ignorant, vous allez manger sans se rassasier. Placez ça dans le contexte congolais. Vos filles ne vont pas se marier. C'est ce qu'on dit là-bas. Et vos jeunes gens, avant de dormir, ils sont obligés de prendre la boisson. Regardez les Congolais à 17 et 18 heures. C'est parce qu'on est dans l'ignorance. Qui devait enlever l'ignorance? Ce sont les gens qui parlent facilement. Les gens qui peuvent lire ou écrire. Mais comment? Je pense que le président et Raoult ont déjà évoqué ça. Alors, après l'analyse, et après avoir même suivi mes amis qui viennent de passer, j'ai dit, on est obligé de former les jeunes là. Au lieu de les laisser comme ça, on est obligé d'intégrer la formation de la bibliothéconomie pour que les enfants là gèrent les bibliothèques scolaires. Parce qu'en réalité, on aura souhaité que ce soit soi-même qui soit là. Mais comme ce n'est pas lui, pourquoi alors lui il continue? C'est pourquoi on les dénonce. La preuve, c'est que les amis de ceux-là sont bouche bée. Mais nous dénonçons. Quand ça sera notre tour, nous aussi nous serons bouche bée, les autres seront prêts à dénoncer. En d'autres termes, ce que nous appelons l'élite d'aujourd'hui est en réalité en train de traduire notre culture. Et donc, si nous voulons opérer des changements notables et fondamentaux, c'est à la base qu'il faut travailler. Et à la base, c'est vous. Ici. Ou bien vous lui avez donné autre chose ici, et vous vous étonnez qu'il reproduise ça là-bas. Hein? Vous voyez un peu la situation de notre société? Donc, nous devons travailler. Je voudrais aller plus loin avec vous pour vous montrer que c'est de la population que vient les chefs de l'État. C'est de la population que viennent le Premier ministre, les ministres, les vice-ministres, les vice-premiers ministres, les ministres délégués, les PDG, même les militaires et tous les fonctionnaires nommés d'autorité viennent de la population. Donc c'est dans la population que nous devons travailler de manière à faire que chaque fois qu'il y ait ce qui monte, il y ait une vague, ou en tout cas une proportion importante de ceux qui sont gagnés par les valeurs que nous partageons. Est-ce que ça comprend? Oui. Très, très, très important, ces éléments-là, chers amis. Le système LMD, comporte des exigences. Parmi les exigences, je l'ai déjà cité, il y a la question de la capacité de recherche. La capacité de recherche. Très bien, la capacité de recherche. Chers amis, vous qui faites les Français là, apprenez bien, rassurez-vous que les enfants maîtrisent les 9 parties du discours. Rassurez-vous. Pour nous aider même nous là-bas, rassurez-vous que vos enfants là ont maîtrisé les 9 parties du discours. C'est très très important. Parce que quand vous ne maîtrisez pas ça, parce que tout ce que vous ferez là-bas, comme le disait le président ici, vous le ferez en français. Et même la manière de rendre les informations que vous allez recevoir de X, Y, Z des professeurs, ça dépend de votre degré de maîtrise de la langue dans laquelle vous rendez cela. La même information peut être mieux rendue par X et moins rendue par tel autre en fonction de leur niveau de maîtrise de la langue du travail. Donc, travaillez, obligez vos élèves chacun à avoir son Maurice Grévis. Très important. Lorsque j'arrive avec eux dans le chapitre rédaction scientifique, je parle du style, je parle de la ponctuation, je parle de ceci, de cela. Les enfants ne connaissent plus. Aujourd'hui, les enfants ne connaissent plus la ponctuation comme étant un système de signes qui détermine, qui permet d'indiquer la subdivision du texte, des nuances, et ainsi de suite. Ils ne connaissent plus ça.
Parfois, ils ne connaissent plus que la virgule et le point. Tous les autres, là, ils ne connaissent plus. Les styles, ils ne savent plus que le style, c'est le moyen d'expression et qui doit être clair et concis. Et que cette clarté doit être obtenue par l'utilisation des termes appropriés, la maîtrise des règles de la grammaire, et ainsi de suite. Ils ne connaissent plus ça. Donc, travailler sur cet axe-là. Cet axe-là est très important à être travaillé. Un autre élément important, c'est que ça exige qu'au moins l'étudiant ou l'apprenant puisse maîtriser les copioteurs, l'informatique, l'ordinateur. Si vous ne savez pas maîtriser l'ordinateur, c'est quand même assez difficile pour le système LMD. Pourquoi? Parce que chaque fois, il faut faire des recherches et puis venir présenter les TP. Nous n'allons quand même pas corriger les TP à la main. Vous devez toujours être à mesure, d'autant plus que, en réalité, dans le 21e siècle où nous nous trouvons aujourd'hui, les copioteurs, c'est-à-dire l'ordinateur, devient le nouveau stylo. Le nouveau stylo du 21e siècle, c'est l'ordinateur. Ce n'est pas l'ordinateur que vous devez traduire tout ce que vous prétendez connaître. Même nous-mêmes, là, ce que nous faisons dans la vie, parfois dans nos consultances avec les organismes, on est souvent limité parce que notre degré de maîtrise de cet outil est d'un certain niveau. Vous pouvez connaître plus que le président ici, mais lui maîtrise plus l'ordinateur que vous, il est pris et vous, on ne vous prend pas. Parce que vous allez traduire votre connaissance comment, tant que vous ne connaissez pas l'ordinateur. Très important. Alors, introduisez déjà ça. Peut-être pas une matière, mais citer les enfants à se professionnaliser, à aller dans les centres là pour quand même connaître cela. Quatrième élément ou quatrième exigence, c'est notamment la disposition de l'Internet. Il faut que l'Internet vous soit disposé. Et là, il faut acheter les mégas, il faut être à mesure d'être capable de lancer une recherche à Google et peut-être d'aller à un autre niveau de recherche spécialisée et de recevoir les informations. De cette manière-là, les finalistes des humanités littéraires qui viennent dans le système LMD vont aborder avec assurance, avec aisance même, les études universitaires, que ce soit dans les systèmes traditionnels ou dans les systèmes LMD, et pouvoir continuer un cursus académique très rassuré. Voilà, de manière ramassée, pour ne pas dépasser le temps qu'on m'a donné. Je crois que le débat va arriver pour que nous puissions davantage. Ils m'ont dit, vous allez quitter les écoles, vous resterez en chambre, en sous-vêtements, maillot du corps, en train de regarder, écoutez combien, écoutez combien. J'ai dit quoi? J'ai commencé par grammaire, conjugaison, reconnaissance des verbes, tout. Je fais tout ce qui est de verbes. Je vais dans grammaire ceci, tout. Je vais dans l'étude, je vais phonétique, tout. Ils ont pris tout. Ils ont maintenant fait la magie de l'informatique. Là-dedans, ils ont mis tout. Ils m'ont dit, voilà ce qu'il y a. Maintenant, nous vous connectons avec YouTube. Rien que 7 $, pas d'inscription. Tout celui qui s'intéresse, vous postez seulement. Mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, cher professeur. Si je rentre dans ce petit appareil-là, je clique comme ça sur mon compte, mais dites-vous ceci, si ici dans cette ville, avec 20 millions d'habitants, rien que ceux-là qui veulent apprendre le français, donc français méthodique, français classique, français intermédiaire, tout, et cliquez là-bas, tac, vous avez l'argent. On va lui proposer, vous voulez quoi, tout. S'il s'intéresse, il est abonné. Et d'autant qu'il va regarder, d'autant que vous avez l'argent. Mais je dis, mais non, quand je regardais là-bas... Mais c'est ça le 21e siècle. C'est de l'argent qui entre maintenant. Je dis à madame, regarde, t'as combien de 1000 $. Et où tu as n'abusé là? Bon, nous sommes allés avec Visa, UBA, on tient comme ça, on retire d'abord 600. Et autant que ça va, non? En ligne, bateau-moi. Oui, mais c'est ça. Vous êtes des millionnaires. Je réponds à votre inquiétude, qui est retrouvée par le sous-thème que j'ai proposé.
C'est comme si nous avions logé dans la même enseigne. En principe, le sous-thème sur lequel je veux parler, c'est Andecirc, qui est une association nationale des défenseurs de la citoyenneté responsable du Congo, qui a vu le jour dans cette même salle le 12 juin 2019, dont le président Jean-Bosco Pounaïssi est parrain. Et c'est donc Andecirc a 3 ans d'existence et 2000, bien entendu. Et comme idéologie, Andecirc lutte pour le changement de mentalité. Un concept qui est peut-être vague et qui est entendu à tout bout de champ, mais auquel Andecirc a voulu donner du contenu. Et quel est le contenu? C'est l'idéologie. On est parti de... c'est l'objectif plutôt. Il y a l'idéologie comme changement de mentalité, mais quel est l'objectif final? C'est la citoyenneté responsable. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que j'ai été précédé par M. François qui a parlé de la citoyenneté. Andecirc, en réfléchissant sur la citoyenneté, il a dû ressortir 10 sous-petits thèmes. Les 10 sous-petits thèmes sont la citoyenneté que ça dire. En 2 petits mots, citoyenneté nous renvoie aux devoirs et droits. Si les Congolais sont habitués à réclamer le droit, eux peut-être même pas d'ailleurs maintenant, mais il faut commencer par réclamer le devoir, car on ne peut pas récolter si on n'a pas semé. C'est ce que Andecirc, qui est un observatoire de la citoyenneté responsable, enseigne. Et pourquoi la responsabilité? Que veut dire responsabilité? Tout à l'heure, il y a papa Delphin qui a dit, mais un oncle est nommé ministre, tout de suite, un neveu veut devenir directeur de cabinet. Mais est-ce qu'il est préparé pour assumer la responsabilité de directeur de cabinet? Notre tour est arrivé. C'est ainsi qu'Andecirc vous dit, être responsable, c'est être capable d'assumer et d'assurer. Assumer et assurer. Oui, c'est bien bon. Mon oncle est ministre, moi aujourd'hui je suis directeur de cabinet. Mais il y aura un temps, il faut qu'il y ait rendement. Est-ce que je serai à même d'eux? Et les jours, on vient pour l'inspection. On vient pour demander le compte du ministère. Qu'est-ce que le directeur de cabinet, le neveu au ministre, va faire? Troisième sous-petit thème, c'est la redevabilité, que Andecirc définit par recevoir et les résultats. On a reçu. Est-ce qu'on est toujours capable de rendre compte? Et trop souvent, on ne rend pas compte. On se rend compte, on se dit, en tout cas, c'est un bien, comme on se dit, c'est mon tour. Et notre tour, là, c'est comme une chasse gardée. Nous sommes battus pour ça, nous l'avons eu, alors tout est fini, nous gardons par là. Quatrième sous-petit thème, c'est la ponctualité. Ah oui, nous le disons chaque fois, ponctualité. Mais c'est quoi la ponctualité? Non, trop souvent on dit c'est être à temps. Oui, mais on est à temps où? On est chargé de la réception. Mais quand on arrive à 7 heures, on est à temps par rapport au travail qui commence à 8 heures, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on est toujours là où on est attendu pour commencer le travail? Donc la ponctualité, que nous définissons facilement comme étant l'effet d'arriver à temps, à l'heure prévue, mais il ne suffit pas d'arriver à temps à l'heure prévue, mais il suffit aussi d'être à l'endroit où vous devez être. Vous arrivez à temps, mais vous entrez dans un maléwa. Jusqu'à 9 heures. Est-ce que vous êtes à temps? Est-ce qu'il y a la ponctualité? Donc la ponctualité, c'est être à temps, mais là où vous devez être. Il y a la régularité. Ça tue aussi les Congolais aujourd'hui. Un ministre qui vous appelle, excusez-moi, je n'ai pas de problème avec le ministre, parce que et pourtant je cours derrière ça aussi. Hein. Mais une autorité qui vous appelle. À 9 heures, mais il vous reçoit à 13 heures. C'est d'abord un manque de respect envers la personne que vous êtes, petit soit-elle. Donc, la régularité, comme étant cette capacité d'être
de répondre toujours régulier, mais à l'endroit aussi indiqué. Cinquième petit thème, en tout cas je vais vite, hein, je cours vite. À la méritocratie, c'est par le travail et par la rémunération. Est-ce que nous travaillons toujours pour être pour réclamer la méritocratie? Donc il y a ça aussi comme problème. Nous disons toujours aussi parfois, à bas la médiocrité, vive... À bas la médiocrité, vive la méritocratie. Est-ce que nous sommes toujours à même de nous battre pour la méritocratie? Est-ce que nous ne travaillons pas pour la médiocrité? L'environnement. Oui. En tout cas, l'environnement est malsain. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire que l'environnement devienne propice? C'est d'abord l'assainissement et tenir compte de l'hygiène. Et ça, c'est les notions qui doivent être aussi apprises dans le cours de français. Ne rien savoir. Savoir mal ce que l'on sait. Ou savoir autre chose que ce que l'on devrait savoir. Et c'est comme cela que les mots sont organisés. Quand est-ce que j'ai la connaissance d'un mot? J'ai la connaissance d'un mot lorsque je sais d'abord savoir bien les prononcer. J'ai la connaissance d'un mot lorsque je sais les phonétiser. J'ai la connaissance d'un mot lorsque je sais l'écrire, l'orthographier. J'ai la connaissance d'un mot lorsque je peux les dispatcher, lui donner les différents environnements. En ce moment-là, j'ai la connaissance de ce mot. J'ai la connaissance de mots lorsque je sais les déstructurer, lorsqu'il est long. Et c'est de cette façon, tout ce que nous étions en train de suivre ici, c'est l'ensemble des mots. Et je vais vous donner maintenant pour vous dire que ce sont des mots qui parlent. Quand il y a conférence, quand il y a sommet, quand il y a guerre, ce sont des sons qui parlent. Et les sons, c'est l'ensemble des phonèmes. Je vais vous donner quelques phonèmes, des sons distinctifs, puisque nous sommes des professeurs de français. La simèse et la fraction. Vous allez découvrir, il s'agit de quelle récitation que vous pouvez restituer. La simèse ayant chaponné tous les ternueurs, sais-tu bas, fort de purative, quand la bisaxée fut verdie. Pas un sexué pétrographique, Morio des Moufettes ou des Véras. Elle alla chez la fraction sa volcanique, lui processionnant de lui primer quelques grammaines pour succomber jusqu'à la salanque nucléaire. Je vous peinerai, lui discorda-t-elle. La fraction n'est pas prévisible. Sur cela, son moléculaire défi. Que faisiez-vous tant d'enchères, lui discorda-t-elle à cette énatrose. L'incubation est joyeux à tout vendeur. J'ai chaponné, ne vous déplaise. Vous chaponniez, mais j'en suis fort alarmante. Eh bien, débargoulez maintenant. Maintenant, ces sons que nous venons d'entendre, la somme des phonèmes, nous pouvons rapprocher quelle récitation que nous avons donnée à nos enfants. La cigale et la fourmi. Qui peut déjà nous déclamer la cigale et la fourmi? Allez. Le français est la langue européenne, la langue du peuple français, parlée à travers le monde dans les 5 continents qui constituent le globe terrestre. La langue française qu'on parle à travers le monde est la langue de Molière et Victor Hugo, c'est la langue du général de Gaulle et président Macron, j'en passe. Il est la langue de la francophonie, la langue internationale d'expression orale et écrite. Le français. Le français est la langue officielle des Congolais, utilisée dans l'administration publique et dispensée dans nos écoles pour l'instruction et l'éducation de nos enfants. Le français.
le français est la langue de l'homme de la rue en dehors de nos 4 langues nationales, Kikongo, Chiluba, Lingala et Swahili, parlées dans des familles. Vous voulez apprendre ou à connaître le français? Rencontrez M. Bosco Puna, président de JPF, que je demande à se mettre debout pour qu'il soit ovationné. Merci. Mais je pose une question. Le français, c'est seulement la langue de Charles de Gaulle. Le français, c'est seulement la langue de français. Bon, je ne sais pas, parce qu'en ce moment-là, nous... Non, Ok, merci beaucoup. Et la sagesse conduit souvent à la perfection. La perfection conduit au développement. Le développement conduit au bien-être. Le bien-être conduit à l'équilibre. L'équilibre conduit à la compétitivité. La compétitivité conduit à la mondialisation. La mondialisation conduit au rapport de force. Le rapport de force conduit à l'entraînement du plus faible. L'entraînement du plus faible conduit à l'injustice. L'injustice conduit à la frustration. La frustration conduit à la naissance des conflits. La naissance des conflits conduit à la négociation. La négociation conduit à la raison du plus fort. La raison du plus fort conduit aux représailles. Le représailles conduit au terrorisme. Le terrorisme conduit à la vigie pirate. La vigie pirate conduit à l'impasse. Et l'impasse conduit au coronavirus. Camarades, collègues, professeurs de français, qui sont avec nous pendant tout le temps pour l'amour du RENAPEF et l'amour à la langue française. Je dis grand merci à vos chefs d'établissement, sans lesquels on ne saura pas organiser cette journée, mais aussi à vous-même, parce qu'il y en a aussi qui ont mis la main dans la poche pour soutenir cette journée internationale. Je dis également grand merci à tous les membres du RENAPEF, à ceux qui apprennent le français. En tout cas, grand merci. Et je n'oublie pas M. Kamba qui représente la Maison des Savoirs de Kinshasa. Nous n'allons pas sortir pour aller prendre quelque chose sans lui donner un mot, parce que c'est lui le chef du village ici, c'est lui le responsable de la Maison des Savoirs. En tout cas, je m'en voudrais si on ne lui donnait pas un mot. Je dis également grand merci à Laurent. Laurent, c'est... Vous avez suivi le vieux Laurent, regardez son âge, mais regardez comment il prononce, comment il phonétise. Donc, beaucoup de professeurs ne fournissent pas cet effort-là, c'est évident. Nous devons nous approcher de Laurent Lungouya, qui phonétise et il fait de très bonnes choses. Je crois qu'au niveau du RENAPEF, nous ferons un effort. Papa Kamba, vous pouvez peut-être passer devant dire un petit mot au nom de... Peut-être encore dire merci au RENAPEF qui nous associe toujours à ceux qui le projettent comme manifestation aux cérémonies et remercier tous les participants et tous les orateurs et en profiter peut-être pour présenter la Maison de Savoir en quelques mots. Nous sommes la Maison de Savoir. Nous avons une bibliothèque ici, parce que les orateurs ont parlé de bibliothèque. Les apprenants peuvent venir ici. Le français. Le français. Le français, c'est bien de l'apprendre dans les classes, dans les écoles, mais je parle sous le contrôle de tous les profs qui sont ici, c'est mieux de commencer par la lecture et après de pouvoir la parler pour mieux l'intérioriser. Je remercie tout le monde et puis on a une salle de formation numérique. On a parlé du numérique tout à l'heure. Donc, celui qui veut maîtriser l'ordinateur et les techniques d'informatique, nous avons une salle de formation qui est à disposition de tous ceux qui veulent s'y mettre. Donc, encore merci. Et je n'oublie pas de dire que j'ai beaucoup appris de M. Raoul, de tous les orateurs. Vraiment, j'ai beaucoup appris.
Merci et je vous souhaite de bien continuer. Je pense après ça, il y a quelque chose à prévu pour les gens. De la journée internationale des professeurs de français et le RENAPEF n'a pas raté cette occasion. Et donc, nous sommes venus autour de cette table ronde réfléchir avec les professeurs de français, avec des experts, sur le thème international qui est les professeurs de français créateurs d'avenir. Eh bien, nous sommes revenus parce que vous savez que le professeur de français a un rôle important à jouer au niveau de sa classe. Et donc, c'était un moment très important pour nous pour échanger. Mais le gros de discussion qui est sorti ici, c'est qu'il est important de pouvoir professionnaliser notre enseignement. Et donc, on a pris en luminaire les sections littéraires, biochimie et d'autres sections qui ne débouchent pas directement à l'emploi. Nous sommes revenus pour proposer de nouveaux paradigmes et donc en termes de recommandations. Donc ce sont des recommandations que nous allons devoir canaliser à qui de droit pour voir dans quelle mesure on peut davantage professionnaliser notre système d'enseignement. Un autre élément qui a été dit, c'est le postulat sur l'Afrique berceau de l'humanité. Il est très important que les professeurs de français comprennent qu'en classe de français, il faut absolument que nous puissions aller vers la doctrine qui est prêchée par l'Académie française, qui insiste sur la théorie de l'humanisme pour que nous puissions véritablement former des hommes pétris de valeurs qui vont devoir gérer ces pays. Donc nous sommes partis autour de tous ces... nous avons débattu toutes ces questions et ça nous a donné des recommandations que nous allons transmettre à qui de droit, aux autorités du pays, à la francophonie, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans le monde francophone. Le français pour nous c'est un patrimoine commun, un patrimoine collectif. Toutes ces recommandations seront charriées vers les autorités afin qu'on puisse donner des réponses à quelques inquiétudes des participants. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et moni ba chaîne oza impartial. Le rôle Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala. YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'a bêté. Au moni ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikala kaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage ka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino mutubo s'abonner parce que trophée Ezali ya Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.